sa vie. Hein. Il a commencé à 9 ans et il a terminé pratiquement avant de mourir. Hein. Il est mort à 71. 71 ans, il a mis, oui, toute sa vie entière. N'était qu'une recherche, pour qu'on se souvienne. C'est moi qui célébrais la messe, et non pas sans émotion, parce que c'est quand même difficile d'enterrer un de ses frères. D'autant plus que j'étais le deuxième que j'enterrais en un an. Ça me fait mal, ça fait marque. Il y a un frère qui disait toujours, nous sommes encore à 5, c'est spécial d'être encore à 5. Et il y en aura un qui verra ses 4 frères partir. C'est vrai qu'il reste, il y a quelqu'un qui ira à la fin de tout le monde. Ouais. Ah oui. Il saura qu'il n'y a plus pour longtemps non plus. Il saura. Il pourra s'y préparer. À la rencontre là-haut. On trinquera ensemble. On fera un feu d'artifice. Avec Louis. Il a laissé trop le faire, le feu d'artifice. Malheureusement, ils ne sont plus là. En tout cas, le souvenir de Louis restera gravé dans un musée. Ça, il oui, lui, il va laisser quelque chose. Lui, il laissera au moins quelque chose à la postérité. La pérennité sera assurée. Il n'a peut-être pas laissé d'enfant, mais il a laissé l'enfant de son esprit, l'enfant de son cœur. C'est son musée. Chez moi, il venait tous les jours, souvent 2 fois. Il y a des moments, toujours pour entendre la même chose, et on en avait marre. Hein. Eh ben, on lui disait, tu commences à nous barber avec ça, il s'en allait en colère. Alors ma femme, elle disait, ben, ça y est, tu ne le verras plus ton frère. Ouais, je disais, toi, 2 heures après, il était là. Il n'était pas méchant. Hein. Ben avec moi, on ne discutait pas de guerre. Il ne fallait pas discuter de guerre, parce que moi, ça m'horripilait. Tu me casses les pieds quand même. Hein. Alors ça, ils s'en plaignaient quand même aux frères. Ils disaient, on avait... C'est dur, hein, c'est dur. Ici, il avait installé son stand de tir. Il y avait un piquet. Il était là. Il y a un piquet ici. Un piquet, il était là, dedans. Oui, on l'avait. Dedans, oui. Dedans. Et puis... Il y avait une cible là-bas, avec une pièce de métal qui faisait au moins 10 cm d'épaisseur. Je suppose qu'il avait trouvé ça, là-bas, dessus. Dans les cheminées, là. S'il y avait un moineau sur la cheminée d'ici, tirait le moineau, toc, il tombait dans la cheminée. Il ne le loupait jamais. Hein. Oh, il avait une vue. Ah, oui. Une vue, c'est pas croyable. D'abord, il aurait vu une petite pièce ou quelque chose qui brillait. Sur le sol, il le trouvait, nous on le voyait pas. Et lui, il l'avait trouvé, il l'avait vu. Il voyait dans tout. la collection, il y a encore des cartouches qui tiraient, ça faisait un petit parachute avec tous les couleurs, oui. Tous les ans. La nuit du Nouvel An, ouais, aussi. On avait droit à minuit, il fallait se lever pour regarder ces feux d'artifice. Oui. C'était beau d'ailleurs. Ah oui, tous les couleurs. Et tout vite le voyait, tout le village le voyait, il dit ça, c'est Louis. Tout le monde le savait, on le connaissait ici. Tout le long de la haie, je ne pouvais pas avancer, c'était rempli, il y avait un petit passage de rien pour l'aller, hein. C'était rempli d'affaires, il y en avait tout le long. De choses. Et le long de la maison aussi, c'est pareil aussi, c'est pareil. Il y en avait. Combien vous en avez enlevé quand il est parti, quand il est mort? Environ 7 tonnes de ferraille. Oui, on a enlevé de la ferraille. Des choses dangereuses, il faut compter plusieurs tonnes. Hein. Oui, plusieurs tonnes. Des choses dangereuses. Dangereuses, oui. Il avait un dépôt d'eau. Depuis des mines, depuis des mines antipersonnelles jusqu'à tout, de tout. C'est inimaginable ce qu'il a pu amasser. Oui, c'est incroyable. Inimaginable. Quand on pense qu'il a sorti ça avec sa petite charrette qu'il avait fait pour tirer derrière son vélo. Il a tout ramené. Il a ramené ici des tonnes de matériel. Dizaines de tonnes. Inouï. Un travail de fourmi. Du petit couteau pliant spécial, ce petit couteau qu'il avait là, jusqu'au savon à barbe qu'il a ramassé dans les tranchées. Des soldats, du savon qui est encore intact, il est visible en haut. Hein. Bon, alors nous allons entrer dans le musée, vous n'allez pas être déçus. Vous allez voir, c'est sensationnel.
arrivé dans le musée devant la première pièce de la collection. Comment commencer à l'âge de 9 ans. Il a ramassé des pièces de 9 ans jusqu'à quel âge? Jusqu'à pratiquement sa mort, jusqu'à 71 ans. Il n'a pas arrêté? Il n'a pas arrêté, non. Et combien il y a de pièces ici? Il y en a à peu près au moins 40 000. Au moins 40 000, oui. 40 000? De toutes sortes. Vous avez un spécimen de tous les obus de petits calibres qu'ils ont servi pour les deux guerres aussi. Tout un assortiment de casques français, anglais, allemands. Ça doit valoir très cher tout ça? Oui, ici, il y en a. C'est inestimable. C'est-à-dire, vous avez une idée, non? Et d'après le commissaire-priseur qui est venu, il y en aurait pour 500 millions, anciens. Ici, vous avez le coin de la Légion étrangère, tout ce qui est... Parce qu'il aimait bien la Légion aussi. Alors vous avez un assortiment de toutes les baïonnettes qu'ils ont servi aux deux conflits. Les fusils, un fusil japonais, un Styr autrichien, et puis un Moser et un fusil russe. C'est quand même émouvant. Ensuite, vous avez les schémas des obus sciés. Vous voyez comment c'est fabriqué dans un obus. Et c'est là qu'on voit tout le danger que ça représente. Ici, c'est une vitrine avec tous des éclats d'obus ou des éclats de grenades qui ont tué une partie de ses camarades collectionneurs. Il a été sur les lieux où c'est qu'ils ont été tués. Il a ramassé des éclats et il a fait une vitrine à leur mémoire. Pour lui, ça y rappelait ses copains. Et il mettait en garde les gens qui venaient ici de ne pas démonter n'importe quoi sans savoir. Parce que si vous démontez quelque chose sans savoir, la mort, elle vous attend. Disons qu'il y avait peut-être une petite partie de folie dans tout ça. Peut-être qu'il faut être un peu fou pour faire tout ça. Un peu ou beaucoup? Oh, quand même pas beaucoup. Et lui, ce qu'il voyait, c'est de transmettre la mémoire aux gens, de voir ce qui s'était passé. C'est ça qui... Parce que la guerre, c'est une histoire de fou, quand même. Oui. Enfin, n'importe qui, il arrive à la faire, parce qu'on vous met un uniforme sur le dos, vous changez un homme d'un seul coup. D'un agneau, il devient un loup s'il est en meute, et c'est ça. Mais votre frère, il portait un uniforme, justement? Oui, il en a porté un, mais enfin, il ne portait plus, il était en treillis, mais enfin, ça y rappelait tout ça. Il y a pas mal de visiteurs, quand ils viennent ici, ils disent que leurs jambes, ils tremblent. Il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est pas nous qui l'avons voulu, tout ça. On trouve encore des obus à Bullecourt. On les a ramassés sur les bords des chemins. C'est toujours pareil pour éviter que les enfants s'amusent avec. Mais il faudra bien qu'ils partent d'ici un jour. Ah oui, monsieur le préfet nous a promis de les faire partir dès que possible. Il y en a tellement. Il y en a pour 7 siècles d'avance. C'est pareil. Combien? 7 siècles. Alors, même au moment dans l'ancien temps où on avait des chevaux, si on labourait, les chevaux avaient l'habitude, quand ça butait, ils arrêtaient. La charrue butait sur quelque chose, ils stoppaient automatiquement. Là, vous voyez le stock. Il y a les grenades à fusil anglaises. Ça, c'est le pigeon tourterelle, on appelait, c'est un mortier allemand. Ça, c'est un obus aussi qui est très délicat à toucher aussi. Mais en principe, sans y toucher, ça ne doit pas bouger. Nous, on les a transportés, on les a amenés là. Vous voyez, on en a même trouvé qui ont été débagués. C'est-à-dire qu'on a enlevé la ceinture et puis l'ogive, ce qui est très dangereux pour les obus. On trouve encore beaucoup chez les gens, dans les brocantes, chez les amis, des tas de traces, des bribes, des souvenirs qui donnent de la réalité. Alors qu'au-delà, l'histoire, elle est déjà évanouie, elle fait plus partie de nos fripes quotidiennes. Donc c'est quelque chose qui
qui nous touche parce qu'on en retrouve des morceaux, parce que c'est important, et puis en même temps, c'est déjà l'histoire. Nous sommes à l'Historial de la Grande Guerre, à Péronne, dans la deuxième salle, qui est la salle d'entrée en guerre. Ah oui, voilà un objet qui est absolument caractéristique et qui est très, très représentatif de l'état d'esprit de la caste de l'officier britannique, de la caste de l'officier de carrière. C'est le panier dans lequel se trouvent tous les objets nécessaires au thé du matin. J'aime beaucoup ça. Là, voilà un objet qui est quand même, lui, tout à fait différent. C'est une petite trousse de couture ou à couture qui a été confectionnée par la mère, la femme ou la fiancée, expédiée à l'homme qui est au front. Il faut savoir que la devise de l'armée allemande, en Deuxième Guerre aussi, c'était gravé sur le ceinturon « Gott mit uns », c'est-à-dire « Dieu avec nous ». Et alors là, la femme, elle n'a pas brodé « Dieu avec nous », elle avait « Gott mit dir », c'est-à-dire « Dieu avec toi ». Et ça, c'est très, très, très simple et très émouvant. Ah oui, ce petit objet qui s'intitule « La glace incassable du poilu ». La glace normale, eh bien, elle casse. Donc ici, c'est une pièce métallique chromée qui va faire fonction de glace pour se raser ou pour se peigner. Vous voyez, c'est un appel au sentiment patriotique, puisque malgré tout, c'est la glace incassable du poilu et barré tricolore. Nous sommes dans la grande réserve, puisque nous avons deux réserves, une réserve papier et une réserve pour les objets. Si on compte tous les objets, mais aussi tous les documents, je pense qu'on est dans les 350 000 à peu près. Ces objets correspondent pour le soldat à un besoin d'évasion. On veut se sortir de l'univers de la guerre et on va faire de la musique pour s'évader, pour penser à autre chose. C'est en cela que c'est intéressant. Ah oui. Ça, c'est... Alors là, on est en pleine violence, et en pleine violence de Moyen-Âge. Ce sont des fléchettes d'avion. Elles sont envoyées par poignée depuis l'avion, à 1000 mètres ou 1500 mètres d'altitude, par poignée relativement importante. Une pluie de fléchettes. Ça veut dire que les gens ou les animaux qui sont au sol sont blessés définitivement, ils sont tués. Vous avez autre chose, là. Ça, ce sont les fameuses... massues de tranchées, quoi. Les différentes fabrications, différents modèles artisanal. Voilà, c'est tout simplement destiné à achever le blessé. Ça, c'est terrible, ça. C'est terrible parce que on ressent dans cette arme, qui n'est pas une arme réglementaire, la volonté de tuer. Le besoin ou la volonté de tuer, c'est un poignard de tranchée fait à partir d'une baïonnette, mais fait d'une façon artisanale. C'est épouvantable, ça. Il y a pour chaque objet un être humain derrière, un homme, une femme, mais tous ces gens, presque tous ces gens-là disparaissent maintenant dans l'anonymat. On peut pas connaître tant s'en faut l'histoire de tous les objets. La famille venait ici en vacances, en fait, au moment des congés scolaires, des vacances scolaires. Et moi, mon plus grand dada, c'était d'aller me promener justement dans les champs et de ramasser des vestiges de cette fameuse guerre 14-18. Donc en fait, je suis tombé dedans tout petit. Et il y a exactement 1 an et demi, Monsieur Gourlin, qui était le président du musée des Abris, m'a proposé de prendre une place de guide qui était vacante à cette époque-là, guide au musée des Abris Albert, et j'ai accepté. Je conserve les objets qui, à mes yeux, ont vraiment une valeur sentimentale, on va dire. Alors ma fille a trouvé une petite médaille allemande en argent sur laquelle est inscrit Dieu te protège sur le champ de bataille, Lise 1914. Et quand nous l'avons ouvert, nous avons eu la surprise de voir à l'intérieur de cette médaille la photo encore existante de cette fille, de cette fiancée ou de cette mère, on ne sait pas, qui était encore à l'intérieur. Ces collections sont d'un intérêt, comment dirais-je, inégal. Mais c'est parce que c'est l'événement, beaucoup plus
assez curieusement que la Seconde Guerre mondiale, l'événement qui a tellement marqué, et en particulier dans nos régions du Nord, que tout naturellement, eh bien, on est porté à s'intéresser aux traces de la guerre de 1914 sous forme de paysages, sous forme d'objets. Ils essayent de retrouver un peu, de voir déjà dans quelles conditions ont combattu leurs ancêtres, leurs grands-parents, leurs grands-oncles, dans quelles conditions terribles ils ont combattu, dans quelles conditions éventuellement ils sont morts aussi également. Ici, par exemple, vous voyez une grande photo d'un bataillon britannique qui dépendait de la 47e division. Et récemment, c'est-à-dire il y a un an à peu près, 2 dames ont retrouvé leur père sur cette photo. Quand ils ont eu vraiment la certitude que c'était leur père, là, c'était un moment d'émotion vraiment intense. Les 2 filles se sont mises à pleurer, c'était vraiment quelque chose de très poignant. Archéologue, c'est un grand mot, mais avant tout, c'est une passion qui prend énormément de temps sur le terrain. Et il faut être présent à tout moment sur ce terrain et être attentif, quoi. Et comme ici, bon, on a un aspect d'un cratère de mine qui vient juste d'être nettoyé pour avoir un entonnoir de ce diamètre-là. La charge doit quand même être impressionnante, quoi. Et c'est qu'une petite charge ici. On peut y trouver un tas de choses de la guerre 14-18. Rien qu'une prospection de surface permet de trouver comme ça des objets divers, quoi. Toute période m'intéresse de près. Mais la guerre 14-18, c'est bon, c'est un domaine parmi les autres où on peut trouver beaucoup de matériel en surface. C'est pour ça qu'il y a sans doute tant de gens qui sont attirés vers cette période-là. Ils ont leur propre plaisir personnel, bon, mais je suis tout à fait contre ce genre de choses, quoi. Disons que ça peut avoir un aspect positif dans le sens où toutes ces collections peuvent être accessibles à d'autres personnes. Mais à partir du moment où ce genre d'individus font des recherches vraiment pour leur propre intérêt financier, là, tout de suite, j'interviendrai pour que ces choses-là s'arrêtent, quoi. C'est un patrimoine souvent qui est délocalisé, quoi. On vient chercher des objets sur une zone, par exemple comme ici au Pouster, c'est revendu ailleurs, et ça c'est inadmissible. Il y a une sorte de passion telle de la recherche de ces objets qu'elle devient dénaturée en quelque sorte. C'est un musée privé, oui, c'est une collection privée. Alors ici, moins d'intérêt pour vous, puisque c'est la Deuxième Guerre, uniquement du matériel utilisé par les armées alliées et allemandes pendant la Deuxième Guerre. Combien de pièces vous avez réunies dans votre musée? Oh, je ne saurais pas vous dire, entre 6 000, 8 000, 10 000, je ne saurais pas dire, parce que je ne l'ai jamais compté. Jamais compté? Non, jamais. Alors ici, nous arrivons dans le coin vraiment Première Guerre, avec la cagnole, le dugout britannique. Ici, nous arrivons dans le coin du matériel français, trouvé aussi dans des fermes dans les villages, et utilisé par l'armée française. Et ici, nous arrivons maintenant dans la principale salle qui concerne la Première Guerre, avec tout un tas d'objets, poêles de tranchées, casques trouvés dans les champs, boîtes de munitions, lance-torpilles de gaz, les vieux fusils, le levier d'aiguillage anglais. Vous avez réuni tout ça tout seul? Tout seul, oui, d'année en année, oui, bien sûr. Comment vous avez fait? En cherchant, en voyant des amis, en récupérant sur les brocantes et en cherchant tout le temps, quoi. C'est une quête sans arrêt, quoi, disons que, mais pas toujours avec des moyens limités, quoi, bien entendu. Et qu'est-ce qu'il y avait ici avant le musée? Mais ici avant il n'y avait rien, c'était du jardin, mais ce sont des pièces que j'ai bâties les unes derrière les autres après. Ça fait pas mal de parpaings. Ben, ça fait pas mal de parpaings, puisque la première pièce où vous trouvez, il y a 800 parpaings que j'ai fait moi-même avec des scories. Moi-même, 800 parpaings, après j'ai bâti la pièce. Mais pour votre famille, c'était un peu l'invasion? Un peu, mais enfin disons que ce sont des dépendances, c'est sur le côté, donc ça ne gêne pas pour la maison. Il faut, je dois dire aussi que j'ai une brave femme qui m'a laissé faire ce que je voulais. C'est le travail de toute une vie. C'est le travail de toute une vie, c'est une passion.
Je voudrais vous parler d'un fusil anglais qui a été trouvé également sur le champ de bataille de la Somme. Lui aussi, à chaque fois que je le regarde, j'y pense, je me dis, le garçon qui l'a porté, il a certainement porté le 1er juillet 1916, il a mis sa baïonnette, mais pourquoi il ne l'a jamais retiré? A-t-il été tué? A-t-il jeté son fusil? A-t-il été prisonnier? A-t-il survécu à la bataille? Ou a-t-il simplement été disparu dans les champs? C'est toute une histoire. Objet inanimé, avez-vous donc une âme? Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout, monsieur Coyot? La guerre. Parfois, la guerre rend fou. Oui, vous avez des gens qui sont un petit peu nostalgiques de tout ça. J'ai dit, c'est véridique. Bon, moi j'aime bien de revenir sur des événements qui ont été vécus, mais je ne le vois pas du tout en disant, bon, ben, je rejoue la guerre, c'est fini, quoi. C'est pas une chose à jouer, quoi. On ne joue pas la guerre. Qu'on laisse faire les enfants, il y a encore. Il y a autre chose, il y a d'autres jeux. Qu'on essaie d'abord de se souvenir de tous ceux qui ont été tués, parce que là, on pourra faire le bilan. Qu'on aille faire des tours dans les cimetières, qu'on voit les âges sur les stèles, puis qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça, ça sera certainement beaucoup plus utile. Quand je rencontre des gens qui collectionnent des armes, puisque le but des armes, c'est de tuer, simplement, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ces collections-là. Par contre, ici, je vous dis, c'est simplement comme aller dans une église. Je ne dis pas de prière, je regarde, je lis les noms, je lis les âges, et parfois, c'est le début d'une histoire. Parce que aussi, parfois, je connais leur visage. Les familles me demandent de venir, ils m'envoient la photo, ils me disent, ben, voilà. Le capitaine Neville, qui faisait partie de la 18e division, a une idée assez originale. En fait, il a imaginé un match de football. C'est-à-dire qu'il a lancé au-dessus du parapet de la tranchée 4 ballons de football et il a entraîné ses hommes au combat. Alors ces hommes sont montés au combat en traversant le no man's land, tout en jouant au football et en tirant au fusil à la mitrailleuse sur les lignes allemandes. Ils avaient certainement dû ingurgiter une certaine dose de rhum ou de whisky, je pense, à mon avis. Le capitaine Neville et tous ses officiers ont été tués le jour de l'attaque. Après la bataille, on a retrouvé 2 ballons de football qui sont toujours exposés aux messes des officiers de ce régiment d'Angleterre. Beaucoup disent qu'ils préfèrent ce musée avec les choses trouvées dans la terre que certains grands musées, bien sûr. C'est parce qu'ici, c'est beaucoup de pièces trouvées dans la terre et qui ont une histoire, quoi. Ces pensées qui sont là-bas sur le mur, c'est une histoire terrible aussi. C'est l'histoire du capitaine Gallimore qui fut tué ici entre Bulcourt et Kusama. Ses copains lui avaient réalisé une tombe provisoire sur laquelle ils avaient planté des fleurs. Et l'aumônier est repassé au mois d'août, début du mois d'août, et il a cueilli ces quelques fleurs qu'il a envoyées à sa femme, qu'il les a toujours gardées. Les lettres de l'aumônier et puis des photos, quoi. Je trouve que c'est vraiment émouvant. Alors ces 2 pensées sont cueillies depuis 81 ans et on voit encore que c'est des pensées, quoi. Et c'est terrible, quoi. Il y a quand même pas mal de collectionneurs respectueux des corps éventuellement qu'on peut retrouver et puis des vestiges qu'on peut retrouver également, notamment des vestiges personnels. Voilà, nous arrivons maintenant à la tombe d'un soldat qui fut longtemps porté disparu. Nous faisions des recherches de vestiges de guerre avec un ami et nous avons retrouvé quelques ossements et on a pu l'identifier grâce à sa plaque d'identité, car tous les soldats australiens portaient une plaque d'identité. Et cette plaque a été gardée intacte parce qu'elle était dans son portefeuille. Et tout de suite, on s'est aperçu qu'il s'agissait du sergent White, qui était blacksmith, c'est-à-dire maréchal ferrant. Il avait 2 enfants, un petit garçon, décédé depuis 3 ou 4 ans, et il avait une fille plus jeune, qu'on a eu la chance de contacter, et qui est venue assister aux funérailles de son père le 11 octobre 1995. Elle a plus de 80 ans. Formidable. Ouais, formidable. Le moment le plus pénible, c'est quand nous l'avons conduite sur les lieux où on a trouvé les restes de son père.
Ça fait un disparu de moins. Ça fait un disparu de moins. Il y en avait 2423, il en reste 2422. Il est maintenant ici, le repos éternel.